Bien, je vais vous dispenser de l'appel, puisque j'ai coché les arrivées de chacun d'entre vous, si ce n'est pour vous préciser que sont absents Claire Lacombe, qui a donné son pouvoir à Sophie Del Socorro, et Anne de Rivet, qui a donné son pouvoir à Marie Salarado. Ce qui nous permettra de débuter immédiatement sur l'ordre du jour en désignant un secrétaire de séance, ou plutôt une, qui est Magali Richard, que j'ai vu tout à l'heure, équipée de son papier et de son crayon, c'est parfait. L'ordre du jour qui sera examiné ce soir est le suivant. Un point concernant l'urbanisme qui consistera à vous parler du périmètre d'études convenu avec le SAF 94, du rapport d'activité de la métropole du Grand Paris et qui vous dira un mot d'une motion proposée par notre territoire et la métropole à propos d'un service de l'hôpital Henri Mondor. Et ensuite, nous regarderons le compte-rendu de la séance du 13 novembre. Le premier point est donc la définition, la présentation d'un périmètre de portage foncier confié au SAF 94 en centre-village. Je confie le soin à Philippe de nous le présenter dans la ligne de ce qui a été présenté à la précédente commission urbanisme. Donc le 5 décembre dernier, nous avons eu commission urbanisme, en fait, on a présenté ce périmètre de portage. De portage. De portage, oui. Oui, le reportage. Ah non, le portage. Alors pourquoi définir un périmètre de portage? Il faut rappeler en fait que le cœur du village de Sampigny a été désigné comme ville lauréate pour le concours Inventant la métropole. Suite à ce concours, il y a un groupement qui a été désigné, il s'agit du groupement IDTA. Et le groupement IDTA, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ce qu'on vous a présenté, le périmètre en fait, du concours qui s'établissait par rapport à la place de Bondy, la rive nord du Réveillon et au périmètre qu'on appelle la Forge, la ferronnerie. Et ça avait une sorte de U en fait entre la commanderie et puis la rue Générale Leclerc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on s'était interrogé pour l'avenir en fait, du centre de ce U, c'est-à-dire qui est constitué de tous les bâtiments qui sont situés au sud de la Grande Rue. Bon voilà, et il s'est avéré qu'au début du mois d'octobre, il y a eu un nombre de ventes, de mutations et de ventes de mise sur le marché, important. C'est-à-dire que sur un ensemble de maisons, il y a 13 maisons, il y en a une dizaine en fait qui étaient concernées par cette mise sur le marché ou ces ventes. Et là on s'est dit, mais c'est vrai qu'il y a le périmètre de l'appel à projet, donc ça c'est une chose particulière et mise à part. Mais par contre, vu les mutations qu'il y a sur ce centre, qui est sur la propriété au sud de la Grande Rue, il nous a semblé intéressant de ne pas laisser échapper les opportunités de requalification plus globale du centre-village, et notamment des bâtiments qui sont situés donc, au sud de la Grande Rue. Et devant l'urgence, c'est vrai qu'on a eu une réunion avec le SAF, on leur a présenté le projet, et ça a été assez vite, et aujourd'hui on vous demande effectivement d'approuver, d'autoriser la signature de la convention d'études et d'action foncière. Parce que le SAF, il ne s'agit pas d'acheter l'ensemble des bâtiments ou même d'exproprier les personnes. Il s'agit peut-être intéressant pour des acolytes de préciser ce que c'est le SAF. Donc le SAF, c'est le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne, le SAF 94. Et qu'est-ce que le SAF? Ça permet, si jamais une commune a un projet de requalification urbanistique ou autre sur un ensemble, sur un périmètre foncier donné, et bien évidemment que si par exemple sur ce périmètre foncier il y a 10, 15, 20 maisons potentiellement à vendre dans un délai court, dans moins de 10 ans, les communes ne peuvent pas toujours effectivement faire l'acquisition, n'ont pas toujours les moyens pour acquérir ces immeubles en fait, qui vont être vendus. Donc la solution, et c'est à ça qu'on a réfléchi, la solution c'est de faire porter, de définir un périmètre, enfin, ou de le faire porter au cas par cas, c'est-à-dire maison par maison, bien par bien, ou alors de définir un périmètre plus global, et à chaque fois qu'il y a une vente, le SAF sera prioritaire sur l'acquisition de ce bien. Ça ne veut pas dire qu'il sera automatiquement l'acquéreur. Il sera propriétaire pour acquérir le bien.
l'intérêt de définir un périmètre, c'est surtout que, comme je te demande, s'il y a par exemple 10 maisons à vendre, au fur et à mesure, on ne va pas en acheter une, puis l'autre, puis l'autre. Là, il y a un périmètre, le périmètre d'intervention est défini une fois pour toutes, et c'est au fur et à mesure des mises sur le marché qu'on fait l'acquisition des biens. Donc, la réflexion, c'était de dire, bon, il y a l'appel à projet, comme je disais d'un côté, il y a ce centre du U d'appel à projet, de manière, on a réfléchi globalement de façon à pouvoir restructurer en fait l'habitat qu'il y a au niveau au sud de la Grande Rue. Quand on dit restructurer, c'est pas non plus démolir ou quoi que ce soit. Il y a des maisons qui sont inscrites au patrimoine, un inventaire mérimé, notamment toutes les maisons, il y a 4 maisons qui sont à l'est de la rue qui va vers le lavoir, c'est les 4 premières. Celles-là sont inscrites à l'inventaire mérimé et on ne peut pas en faire n'importe quoi. Par contre, l'arrière des cours, je pense qu'il y a des moyens en fait, déjà de remettre ces maisons aux normes, peut-être d'organiser en fait, un stationnement, etc. Mais c'est bien, vous avez pu lire la Convention. Dans la Convention, on précise bien que c'est pour maîtriser et garantir le patrimoine existant en fait, sur la commune. Mais c'est vraiment pour avoir, comment dire, une requalification et puis un projet et une architecture globale sur l'ensemble en fait, de cet espace. Aussi bien sur le périmètre que sur le périmètre qui est défini par l'appel à projet. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Comme je disais, c'est pas du tout les expropriations, hein, c'est effectivement au fur et à mesure des mises sur le marché. Et je pense qu'il fallait qu'on le dise vite, parce que le nombre de mutations des mises sur le marché, comme disait M. le maire, qu'il y a eu au mois d'octobre, en fait, toute fin octobre, ça a été vraiment une vague subite. Alors, est-ce que c'est effectivement l'appel à projet qui a déclenché ça? Personnellement, je ne le pense pas, mais on peut se poser la question. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il fallait, en France, il ne fallait pas rater cette opportunité-là. Alors le portage, il y a des durées limites en fait dans le portage. En général, les durées de portage vont de 3 à 10 ans et renouvelables une fois. Vous avez pu voir dans la Convention que la durée du portage proposée était de 5 ans et qu'au bout des 5 ans, si on n'avait rien fait ou si on ne souhaitait pas, si on n'avait pas trouvé quelqu'un qui était capable de réhabiliter la maison, etc., on pouvait reporter en fait les 5 ans. Donc au maximum, les délais de portage est réduit. Si, c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Ah, que c'est renouvelable? Oui. Ah non, peut-être pas. La durée de 5 ans. Non, le renouvelable. Oui. Mais ça l'aide. Non, mais ça a été écrit. Tu as dit c'est écrit. C'est pas écrit. Non, pardon. C'est pas écrit. Non, d'accord, pas comme ça. Donc la durée de portage qui est proposée, c'est effectivement 5 ans. Du coup, on avait pensé 3 ans, mais ça risque de faire court. Et donc l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure des biens qui sont mis en vente, le SAF en fait l'acquisition, mais ça n'empêche que les logements en fait peuvent être loués avec un bail précaire en fait derrière et utilisés à voilà, donc ce que je peux dire d'autre, pas grand chose d'autre. On l'a présenté assez en détail au moment de la commission le 5 décembre. Vous avez pu voir le périmètre, vous avez pu voir le nombre de maisons en fait, et les parcelles qui étaient concernées par ce portage. Vous avez tous les éléments. Donc, monsieur le maire, on propose au membre du conseil municipal d'approuver le projet, le portage, et de l'autoriser à signer la convention d'études d'action foncière avec l'État 94. À votre disposition pour répondre aux questions, vous donner des informations complémentaires. Oui, monsieur le maire, tout d'abord, et Philippe, nous comprenons parfaitement cette volonté d'engager une réflexion plus large sur la revitalisation du centre-bourg et nous y sommes évidemment tout à fait favorables puisque cela faisait partie aussi de nos engagements de campagne. Donc sur cette volonté d'engager une réflexion, nous sommes tout à fait d'accord. Au-delà de cette réflexion commune que nous partageons, nous avons quelques questions et je vais essayer d'être clair dans mon questionnement. Philippe Naon a évoqué une notion d'urgence
Sur cette convention, où est-ce qu'on en est au niveau administratif? C'est-à-dire que cette convention est déjà signée par le SAF ou c'est encore un document d'étude? Alors, je vais répondre à cela, sachant que le SAF n'agit que sur sollicitation de la commune. Ce n'est pas lui qui va tourner dans les communes en disant « Tiens, ce serait bien que vous rénoviez ce quartier-là ». Pour ce qui nous concerne, la rénovation du centre-village, qui était également dans notre programme, correspondait au départ à une idée qui était plus celle touchant aux logements sociaux existants et aux problèmes du stationnement, qui sont les urgences premières, qui nous concernaient. Donc, il y a quelques années, au moment des élections et ultérieurement, on n'allait pas plus loin. Et d'ailleurs, les premiers développements de cette affaire s'étaient déroulés avec le groupe Valoffice en vue de trouver une solution qui n'a pas pu être trouvée. Et c'est pour ça que l'opportunité du concours de la métropole valait le coup d'être tenté. Il a été tenté, il a abouti au fait de retenir un projet. Et effectivement, quand ce projet a été retenu, d'autant qu'il a été étendu à la zone de la ferronnerie, il est immédiatement apparu une question en se disant « Tiens, qu'est-ce que deviendra ce qu'il y a à l'intérieur ultérieurement ?» Mais sur le moment, nous ne sommes pas allés plus loin. Nous ne sommes allés plus loin dans la réflexion qu'au moment des résultats du concours, à travers deux aspects. Un qui est celui qu'a souligné Philippe tout à l'heure, c'est qu'on a constaté à ce moment-là qu'il y avait pas mal de mise sur le marché de biens. Je ne sais pas pourquoi non plus, mais il y en avait pas mal. Et puis l'autre aspect, c'est parce que dans le cadre d'Inventons-moi la métropole et dans les discussions qui vont devoir s'engager ultérieurement, la question nous a été posée à plusieurs reprises, que ferez-vous de la partie intérieure? Alors, à cela, nous nous sommes dit que la réponse était de contrôler, de maîtriser le foncier. Pour maîtriser le foncier, il faut le faire porter. Pour le faire porter, il y a deux organismes qui peuvent porter en région parisienne. C'est le syndicat d'action foncière du département qui est financé totalement par le département et l'agence immobilière d'Île-de-France. Nous avons choisi le SAF d'abord parce qu'on le connaît bien et on l'a déjà utilisé, et puis ces portages sont plus souples et s'adaptent mieux à des projets évolutifs. C'est en cela, pour répondre à Eric et à Sarmak de tout à l'heure, qu'effectivement la convention est signée pour une durée, mais elle peut subir des avenants. La précédente que nous avions signée avec eux au travers de la CCPB avait fait l'objet d'un avenant et avait continué. Donc ce sont ces éléments-là qui ont amené à s'intéresser à cette surface. Alors avec le SAF, comment ça se passe? Je disais, c'est pas eux qui proposent les périmètres, c'est nous qui, enfin ce sont les communes qui les proposent. On leur a proposé le périmètre global, et dans le cadre de ce périmètre global, eh bien, effectivement, ils surveillent le marché, et il existe une délégation du droit de préemption qui est consentie par la commune, mais en l'occurrence, comme c'est plus la commune qui a le droit de préemption, celui-ci est consenti par le territoire, GPSEA, qui leur permet de se porter acquéreur systématiquement. Parce que Philippe dit qu'ils n'achètent pas forcément. Si, quand quelque chose est à vendre, ils achètent, ils sont là pour ça. Pour porter le fond, là, ils sont prioritaires. Oui, ils préemptent. Donc ils achètent, par contre, il se trouve qu'ils achètent s'il y a mise en vente. S'il n'y a pas mise en vente, ils n'achètent pas. Et tout ceci vit pendant 5 ans, ou moins éventuellement. Pendant ce temps-là, il appartient à la commune de construire son projet immobilier, parce que c'est pour faire de l'immobilier qu'on porte, de construire son projet, et une fois le projet construit, soit avant la limite des 5 ans, soit au bout des 5 ans, soit éventuellement après au prix d'un avenant, le foncier possédé par le SAF est revendu, frais inclus, au AUX, le cas échéant, promoteur du projet, des projets. Voilà comment ça se passe. Alors pour que la convention soit arrêtée, il y a une convention proposée par le SAF, elle est établie, vous l'avez vu dans le document, elle est déjà adoptée par le SAF, puisque lui avait son bureau jeudi dernier. Pour nous, il y a à adopter la même convention, c'est pour ça qu'elle est à l'ordre du jour de ce soir, et une fois les deux conventions
enfin les deux conventions, la convention signée par les deux parties, elle entre en effet. Voilà. Merci pour cette précision. Alors j'avais une deuxième question qui était dans l'exposé des motifs de la Convention. Dans le dernier paragraphe, qui est un paragraphe en gras, qui donc peut attirer... Sur la première page? Oui, sur la première page, il est dit « L'objet de la réflexion engagée par la ville est de réaliser une opération de restructuration des parcelles, et ce pour permettre la mise en place d'un programme de logement, donc des logements sociaux. » Alors, c'est vrai que là, nous avons une interrogation qui est, au fond, votre projet, quel est-il en termes d'immobilier? Est-ce qu'il s'agit simplement d'essayer de préserver le bâti architectural, ou est-ce qu'il y a un programme, puisque là on parle de programme de logement, et qui dit programme de logement, qui plus est avec des logements sociaux? Et ma question était, est-ce que vous avez une idée du nombre de logements que vous souhaitez construire et combien de logements sociaux, sachant qu'à côté de ces logements, bien évidemment, il y a Cœur de Village, où là nous allons passer de 24 logements sociaux à 45, et que 42, pardon, merci pour cette précision, et que bien évidemment tout ceci fait une certaine densité en termes de logements sociaux, et on ne voit pas bien comment on peut, en tout cas moi je suis assez dubitatif sur le fait de comment revaloriser et comment redynamiser un cœur de bourg en concentrant en fait du logement social. Et en dernier lieu, je voudrais corréler ce qui est écrit dans cette convention avec un petit article que j'ai pris dans en fait le Moniteur du Val-de-Marne, et où il est indiqué SAF 94, et ça répond à la question de chose. SAF 94 est né de la volonté conjointe du département, mais on connaît la couleur politique, et de certaines communes d'avoir une action économique forte pour répondre à la demande de population en termes de logements sociaux. Alors c'est vrai que quand on lit cet article, quand on rapproche le dernier paragraphe de la page 1 de la Convention, on s'interroge sur en fait quel est donc ce programme immobilier qui va certainement donc voir le jour dans 5 ans. Voilà. Bon. Réponse à toutes ces questions. D'abord, je ne répondrai pas à tout, parce que le programme, il n'est pas défini. Ce qui est défini, c'est l'esprit du programme. L'esprit des choses, c'est une rénovation urbaine du centre-village. Je pourrais vous réciter pratiquement ce qu'on a mis dans le programme d'Inventons la métropole. C'est-à-dire restructurer l'habitat en centre-village, le densifier un peu, c'est vrai, l'équiper en termes de commerce, en termes de locaux d'activité, en termes d'espace aéré et en termes de stationnement. Ceci s'applique aussi bien à la partie interne qu'à la partie projet métropolitain. Bien sûr, avec quelques remarques supplémentaires pour la partie dont nous parlons, puisqu'elle a des façades surtout, c'est pas les locaux, ce sont que les façades sur rue qui sont inscrits ne voulant pas dire classés, mais l'esprit du projet conduira à essayer d'avoir une harmonie sur l'ensemble des façades, celle de la grande rue existante, mais celle du futur projet métropolitain exactement, donner une harmonie à tout cela. Quant au programme lui-même, il y a une obligation à construire du logement social, mais pas que du logement social, et ce ne sera probablement pas, et même certainement pas la dominante, mais on aura ça l'occasion d'en reparler, ou du moins, pour ma part, mes successeurs auront l'occasion d'en reparler, à l'époque où il s'agira de définir les projets et de définir les réalisations. Pourquoi? Parce que le pourcentage de logement social s'impose toujours, et comme globalement on est inférieur à ce pourcentage, et on l'est encore pour de nombreuses années, sauf si par un miracle auquel je ne crois pas, l'État décidait de renoncer totalement au logement social, il faut que dans un programme, il y ait un taux de logements sociaux. En général, pour nous, c'est 30%, le taux construit dans un programme multiple.
Donc qu'est-ce qu'il y aura là-dedans? Il y aura un programme de logement. Aujourd'hui, il y a 15 logements, puisqu'il y a 15 propriétaires. Il y a des terrains qui sont à l'état de jardin, il y a des cours, il y a des bâtiments d'usage, ce qui veut dire que ultérieurement, il y aura évidemment sensiblement plus de 15 logements. Je me garderai bien aujourd'hui de donner un chiffre. De quoi découlera le chiffre? De la surface foncière disponible, du coût du foncier, c'est-à-dire de la charge foncière, et évidemment de l'équilibre économique de l'opération. Vous pouvez vous exercer à faire les calculs à partir des éléments actuels qui sont connus. On connaît les valeurs du foncier, on connaît le coût de la construction, on connaît les prix de vente. Évidemment, globalement, donc on peut se livrer à cet exercice-là. On ne l'a pas fait pour le moment parce qu'on n'en est pas du tout à ce stade, mais ça veut dire qu'il y aura, je dirais, 45 à 50 logements. C'est le chiffre que je donnerai aujourd'hui. Oui, donc 30% de logements sociaux. Alors. Donc 30%, c'est-à-dire 15. Mais vous ayant dit tout ça, je ne mets pas ma main au feu sur le programme. Notre débat de ce soir porte sur le périmètre. J'ajoute que, je ne l'ai pas précisé, si je l'ai peut-être dit tout à l'heure, au niveau du fonctionnement du SAF, dans un périmètre, ils achètent ce qui se présente. Ce qui se présente, ça peut être très bien d'un point de vue urbaniste, c'est-à-dire que ce sont des lots accolés qui permettent de dégager une surface constructible importante et de réaliser un programme. Puis ça peut être aussi quelques maisons isolées, et puis certaines ne se vendent pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? À un moment, on décide de boucler le périmètre, enfin de terminer le périmètre. Quand on le termine, tout ce qui est constructible se vend à des promoteurs. Et ce qui n'est pas constructible, mais ce qui n'est pas maîtrisé, se revend à des acheteurs individuels. Voilà, et cela dit, j'ajouterai un point parce qu'il se trouve que vous disiez quelques mots du SAF. Le SAF est effectivement une émanation du département, puisque le département contribue à son financement, mais il se trouve que la présidente est une conseillère départementale, et que je suis le vice-président. Donc ça équilibre un peu les orientations politiques. Merci de cette précision. D'autres questions? Non? Alors je vais mettre aux voix... Non, s'il vous plaît. Oui, pardon, excuse-moi. Encore d'autres questions. Dans la convention, il est fait part que le SAF va porter toute une analyse. Alors comme vous dites, aujourd'hui, on a l'impression que le projet, vous n'avez pas une idée très précise, et que vous allez confier cette analyse, transférer à un organisme qui est finalement extérieur à la commune, et ensuite, quel va être le coût de cette analyse? Première question, c'est quel va être le coût éventuel, et quel type d'analyse vont-ils porter? Qu'est-ce qu'on va leur donner comme cahier des charges et comme orientation, comme vision politique? Alors on ne leur donne pas de cahier des charges en la matière, c'est eux-mêmes qui, en fonction de l'urbanisme local et de leur expérience, estiment les usages possibles de ces surfaces. Sachant effectivement, c'est la remarque, je ne sais pas si c'est celle que tu as derrière la tête, mais sachant qu'on leur impose quand même quelques règles qui sont celles du PLU, en particulier en matière de densité ou en matière de hauteur de bâtiment. Ouais. Je dis ça pour éviter qu'on parle de bâtiment de 4 étages à Gondy. Donc on leur donne que le PLU en termes d'analyse. On leur dit... On peut leur donner des orientations supplémentaires, par exemple celle de préserver les façades rues, ou du moins le style des façades rues. On peut, si on veut, choisir de leur dire il faut nous préserver un espace vert au milieu, ou il faut nous préserver des liaisons douces, puisque vis-à-vis du programme métropolitain, il est prévu une liaison douce. Il peut peut-être en être prévu une autre à ce niveau-là. Mais le travail qui est fait dans un premier temps, c'est un travail d'intérêt urbanistique, c'est-à-dire ils vont regarder la surface, ils vont regarder les parcelles, ils vont regarder les bâtiments existants, ce qui est à conserver, ce qui est à démolir, ce qui est constructible, et puis à partir de là, ils vont évaluer la valeur urbanistique du périmètre. C'est pas le tout d'acheter, il faut encore que cet achat puisse un jour se retrouver rentabilisé. Ce qui veut dire que si dans 6 mois, ils nous disent vous êtes farfelu, votre périmètre, il faudrait construire de l'accession de grand standing sur 5 étages pour le rentabiliser,
on sera amené à se reposer des questions. Donc c'est à ça que sert la première étude. Ensuite, les études sont des études d'urbanisme, justement, en fonction de ce qui est possible de faire ce qu'on a fait au niveau du projet Inventons la métropole, qui consiste à comparer plusieurs propositions provenant essentiellement d'aménageurs ou de promoteurs. Et quel est le coût, en gros, de cette... Alors, le coût, il est nul, dans la mesure où tout ce qu'on paye au SAF est prévu dès le départ, c'est ce qui est indiqué dans la Convention, c'est-à-dire quand on achète un bien, la commune investit à l'achat 10% de sa valeur, le reste est porté par la SAF, et à la revente, c'est revendu à un certain prix. Le SAF n'est pas là pour faire du bénéfice, mais s'il peut en faire, il en fait, parce que c'est de l'argent qui sert à reconstituer ses réserves. C'est vendu à un certain prix, le prix étant basiquement le prix d'achat, augmenté des coûts d'intérêt, des intérêts, et augmenté de 3%. De 3%. Donc il se rémunère sur les 3%. Exactement. Bien sûr, comment, s'ils ne sont pas rémunérés, comment on va contrôler le SAF a une bonne réputation en termes d'études, mais par rapport à des cabinets et autres, À des cabinets. à des cabinets d'urbanisme et autres, comment va-t-on les contrôler? Parce qu'en gros, ils font ça gratuitement, ils se rémunèrent sur les 3%. Comment va-t-on contrôler que, par rapport aux exigences des Centenois, ils respectent bien ce que l'on veut et surtout ce qui a été inscrit dans le... C'est nous qui allons contrôler quand on va discuter, parce qu'ils ne vont pas le faire tout seuls. Hein. Même si, à ce stade-là, ce n'est pas le projet d'urbanisme. Hein. C'est les potentialités du périmètre qu'ils étudient. Mais sans ça, le contrôle, c'est à la commune qui revient. Autre question, la convention est bipartie, c'est-à-dire c'est entre la commune et le SAF. Oui. Ça peut être tripartie ou autre. Non, elle est Pourquoi, Alors, pourquoi oui. n'a-t-on pas, par exemple, mis le promoteur ou un autre promoteur sur lequel on pourrait déjà l'engager un petit peu? Pourquoi est-ce que c'est bipartie? Alors, c'est biparti parce que c'est une convention de portage et qu'à ce stade-là, il n'y a pas de projet urbain, enfin s'il y a une intention urbaine, mais il n'y a pas de projet urbain défini derrière. Le projet urbain qui serait élaboré par un aménageur ou un promoteur, il n'existe pas Oui, aujourd'hui. mais pourquoi avec tout le projet, tout le concours depuis 2 ans, pourquoi on en est encore un état de réflexion à faire porter? Mais pas du tout, parce que dans le concours, il n'y avait jamais eu cette zone-là. Oui, Il n'y a jamais eu cette zone-là. C'est pas la même chose, c'est pas deux choses complètement différentes. La métropole est totalement... des projets quand même similaires. On Oui, est mais- encore à l'état de réflexion. Eric, si je te disais, tiens, Portage. on va confier tout ça aux vainqueurs de la compétition, tu me dirais, ouh là 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 là, vous allez tout mettre dans les mains d'un promoteur, il semble que j'ai lu ça quelque part, hein, parisien en plus. Donc c'est pas du tout ça le projet. Le projet, c'est on garde un maximum d'autonomie, y compris vis-à-vis de la métropole qui de toute façon maintenant a terminé son apport, on garde toute notre autonomie pour la définition du réaménagement, mais il est évident que le projet qu'il bâtira devra être relié intellectuellement, urbanistiquement, etc. à l'autre, c'est évident. Mais il ne sera pas a priori attribué de facto au réalisateur d'Inventons la métropole. Sur la préemption, dans la page 3, vous indiquez justement qu'il n'y aura pas de préemption. La page 4, article 6, le droit de préemption soit délié au SAF. Or, dans la note explicative, vous indiquez qu'en aucun cas il n'y aura de préemption. Alors, préemption de la commune ou du SAF? Attendez, excuse-moi, où ça, article combien? L'article 4, la page 4, l'article 6, le droit de préemption soit délégué au SAF. Et après, dans la note explicative, en aucun cas, il n'y aura de préemption. Alors, préemption de la commune, bien entendu. Où est-ce qu'on dit qu'il y a en aucun cas il y aura préemption? Dans la note explicative. Ah non, dans la note Expropriation. Oui. Expropriation. Expropriation. Où est-ce que c'est? Non, c'est expropriation. Ah oui, Expropriation. Dans la note explicative. Oui, d'accord. Oui, bon, donc c'est bien écrit. Parfait. Ensuite, sur l'enveloppe, justement, on va regarder l'aspect financier. Sur l'enveloppe, vous dites qu'il y a une enveloppe de 4 millions. C'est une estimation. Une estimation, qui semble quand même une estimation basse, parce que notamment en commission... Non. On a présenté à la commission urbaniste effectivement 2 estimations. Oui. Une estimation qui était donnée par les agences, par
un groupement d'agences immobilières, une estimation qui avait été donnée par rapport aux dernières ventes qui ont été faites dans ce périmètre sur des maisons qui ont été construites avant 1950. Parce que effectivement, si on prenait des maisons qui ont été construites dans les années 80-2000, ça changeait. Et l'estimation qu'on a faite, qu'on a présentée à la tombait aux alentours de ces 4 millions, avec l'ensemble, en fait, les 1500 et quelques mètres carrés de bâti possible. Ouais, mais on s'en fait une moyenne à 2009, 3000 euros, on n'arrive pas à 4 millions. Non, On alors, arrive à un prix moyen de 2005. là-dessus, je vais te répondre. Non, il faut avoir le détail du 4 millions. Dire on annonce 4 millions, mais quel est le détail? Comment vous arrivez à ce 4 millions? Alors, Ça, évidemment. en fait, Philippe t'a expliqué l'estimation à laquelle nous étions arrivés à partir de ces recherches sur les ventes en coin. Et il faut savoir que le SAF dépense à peu près, on en a signé l'autre jour pour 12 millions, dépense une quarantaine de millions par an d'achat et autant de ventes. Donc il a une assez grande maîtrise du coût du foncier dans le département, à travers des comparaisons. Et ces 4 millions ont été validés par le SAF lorsqu'il a lui-même arrêté le projet de périmètre. Donc c'est un chiffre qui est doublement estimé par le SAF à partir de sa connaissance des valeurs foncières et par l'estimation qu'a fait Philippe sur les ventes commerciales. J'ajoute que nous, comme il se trouve qu'on a acheté aussi des locaux dans cette zone-là, ceux de la zone de la Forge, vous savez bien, les 268 000 auxquels on fait allusion, plus les autres bâtiments, puisqu'on a acheté des locaux là, puisqu'on connaît quand même à travers les DIA les ventes qui se négocient sur les côtés, puisqu'on connaît aussi certains propriétaires qui tentent un peu les promoteurs pour voir s'ils sont prêts à leur acheter leur propriété pour agrandir le projet du Grand Paris. Bon, pour toutes ces raisons, le chiffre de 4 millions est fiable. Oui, mais ça, on arrive à un point moyen qui n'est pas de 2900, 3000 euros. Le point moyen aujourd'hui sur les différentes ventes, bon, hormis de la Forge, mais sur les autres maisons, elles ne sont pas non plus en ruine. Et vous voyez les autres maisons, 3000 euros. Ah mais attends, 4 millions, c'est pas des maisons en ruine. Justement, donc elles ne seront pas vendues à 2500 euros du mètre carré. Elles seront plutôt à 3000. Et 3000, ça ne fait pas 4 millions. Revoyez sur toutes les parcelles 1587, ça fait un point moyen à 3000. Et Ouais. regardez les dernières ventes sur l'acte des notaires, le registre, on n'arrive pas à 2005. Il est possible, dans ce que tu dis, il est possible qu'il y ait une tendance, parce qu'il est évident que dès l'instant où les propriétaires vont savoir que le périmètre est en portage, les négociations vont peut-être être plus difficiles. Mais les négociations, ce n'est pas nous qui les menons, c'est le SAF, c'est des professionnels de la négo immobilière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si les prix montent, d'abord, il y aura moins d'acheteurs privés pour toutes ces maisons, moyennant quoi il y aura discussion au niveau des prix pour les ramener à un niveau qui est le niveau raisonnable. Il ne s'agit pas d'escroquer les propriétaires qui restent libres de ne pas vendre. C'est pas de la spéculation pour la commune, ni pour le SAF, puisqu'on revend pratiquement à prix coûtant, enfin prix au prix coûtant. Mais on achète comme du récent à 3000 euros, c'est pas des friches industrielles. Non, mais c'est pas du récent non plus. Comment? C'est pas du récent non plus. Oui, c'est quand même une valeur, même si on se trompe, c'est du 2005 ou du 3000, ça reste quand même des bâtis. Donc après, il y a toute l'économie du projet, parce que je vais en venir à l'économie du projet. Où est la rentabilité pour le promoteur? Justement, c'est là où je m'interroge. Alors juste sur l'article 12, je ne comprenais pas l'article 12. De quoi? L'article 12 de la Convention. La Commune s'engage à inscrire les montants de participation à la liquidation des charges d'intérêt. Ah oui. Ça, j'ai pas... Si on pouvait m'expliquer, si Philippe pouvait nous expliquer. Non, il ne peut pas expliquer. Enfin, il ne peut pas. Si, il pourrait expliquer. Je vous ai dit tout à l'heure que les charges d'intérêt D'intérêt d'emprunt sont réglées à l'issue du portage lors du rachat. Donc, si c'est nous qui rachetons, nous payons 50% des charges d'intérêt, sachant que c'est le département qui paye les 50%, les autres 50%. C'est le soutien, la subvention, en quelque sorte, du département au projet. Par contre, il se peut que le département, on ne sait même pas si dans 5 ans il existera toujours, il faut qu'on s'engage à prendre ces 50%-là en charge si le département ne peut pas les rembourser ou ne veut pas. Donc
qui le prendra en charge? Ben nous, dans ce cas-là. Donc, le centre- Enfin, nous, le promoteur. Ou le promoteur, d'accord. Et de préférence, le promoteur, quand même. Parfait, donc ça c'est clair. Et ensuite, après, sur l'article 13, pas évident à comprendre non plus. La couverture de ses dépenses dans le délai imparti, les frais financiers, ligne de trésorerie correspondant au secteur d'intervention. Ligne de trésorerie. Oui, alors, ça, c'est le cas négatif, le cas le plus négatif. Il y a quelques portages de ce type, en particulier à Villejuif en ce moment. En fin de portage, s'il n'y a pas de projet, je disais tout à l'heure, la commune rachète. Et si, pour des raisons ou pour des autres, elle demande un délai pour racheter, elle s'engage à payer l'ensemble des charges d'intérêt. C'est-à-dire que le département ne participe plus du tout. Parfait. Et Excusez-moi. le SAF n'est pas très enclin à accorder ça parce que c'est de l'argent immobilisé qui ne permet pas de faire d'autres achats. Bien sûr, comme a dit Joël, l'objectif c'est quand même de rénover. Et l'article 14, l'histoire des 20%, la participation au montage du financement, c'est 20%. Et comme ils achètent, Le SAF achète en empruntant, mais il met 20% de fonds propres. ah c'est 20% de fonds propres. L'emprunt c'est avec les dépôts, c'est ça? Pas toujours. Pas toujours. C'est le plus intéressant du moment. L'article, excusez-moi, j'ai dans le détail, la page 5, l'article 17, il y a marqué il, je suppose que c'est le SAF. Il, au début Oui, de l'article, oui, c'est oui. le SAF. Oui. D'accord. Après, sur l'économie du projet, en faisant, nous avons fait un tableau sur toute l'économie du projet pour voir un peu les différents coûts. On n'a pas retenu à 4 millions, mais plutôt à 4,6 millions, parce que les ventes, bon, c'est bien d'acheter moins cher, mais il faut aussi regarder le scénario. Qu'est-ce qui peut se passer dans 5 ans? Si le projet n'est pas bouclé, c'est la commune qui reprend tout dans 5 ans. Donc reprend toutes les charges, les frais financiers, et ça sera donc à la commune de racheter au SAF si ça se passait mal. On l'a évalué en gros à 6 millions d'euros. À 6 millions d'euros. Justement, c'était parce que vous mettez 4 millions, mais si le projet se passe mal, avec tous les frais, ça peut faire 6 millions d'euros. Donc à racheter, donc c'est comme un risque. Et après, à nous, si le promoteur doit revendre, en achetant à 3 000 € du mètre carré, pour 1587 mètres carrés, comment va-t-il, en achetant En phase actuelle. de surface actuelle, puisqu'on dit justement on protège, justement l'économie du projet. Et j'ai dit on densifie aussi. Ah, voilà. Je l'ai dit. Ah oui, bah alors ça, de Je l'ai combien? dit, Parce que là, on je va parler l'ai dit. d'argent. C'est long de densifier jusqu'à Je l'ai dit. 75%. Alors, Mais c'est pas justement, l'objet, si je peux me permettre, Jean-Claude, on est sur un portage. Oui, on est sur On le va mettre un peu loin là. qui engage les finances de la commune, et donc c'est important parce que c'est un risque financier pour la commune, pour les Centenois qui payent leurs impôts qui habitent ici. Donc c'est un risque important, et mesuré avant de signer une convention qui engage la commune. Parce que quand vous mettez en aucun cas la commune achètera, mais ce n'est pas le cas, si ça se passe mal, c'est les Centenois qui devront payer 6 millions d'euros pour des terrains. Alors certes, on pourra revendre, mais... et donc à ce moment-là, combien allez-vous densifier? Parce que 1587 mètres carrés à 3000, le projet il ne tient pas. Je Tiens pas, te économiquement, laisse il tient pas. le soin de faire les comptes. Alors de combien? De combien allez-vous densifier par rapport à 1587? On n'en On est n'est pas pas là. là. Je vais donner un chiffre tout à l'heure approximatif que je maintiens, mais je ne vais pas plus loin. Qui serait de combien alors? Comme j'ai parlé d'une quarantaine à une cinquantaine de logements, je reste. Oui, mais ça fait une densité de combien par rapport aux 1587 actuels? On n'en est pas là. Tu peux faire le calcul, hein, la surface est indiquée. Alors, du coup, le projet en l'état, en fait, il ne tient pas. Et si vous voulez qu'il soit rentable, on a regardé par rapport au PLU et la densité. Vous pourriez aller jusqu'à 4000 m². Et s'il y a des commerces, justement, c'est indiqué dans le PLU, vous pouvez monter jusqu'à 75%. Donc ça fera environ jusqu'à 5-6 000 m². Donc ça veut dire que dans le centre de village, nous allons densifier par 4 ou par 6 la Ça ne densité. serait pas raisonnable.
Ça serait pas raisonnable. Voilà, merci. Là, c'est bien d'en arriver à dire ça. Oui, mais c'est pas, ça serait pas raisonnable, mais ça serait raisonnable économiquement pour un promoteur. En revanche, pour nous, pour les habitants, de densifier, c'est pas raisonnable économiquement, mais c'est raisonnable pour un promoteur. Dans quelle direction allez-vous aller? Surtout que vous confiez ça maintenant au SAF. Quelle est votre vision? Ne mélangeons pas les choses. Le SAF, on lui confie le portage. On va rapidement, je pense, compte tenu de la mobilité que semblent avoir les biens de cette zone-là, on va assez rapidement savoir où on va d'un point de vue économique. Est-ce qu'on va aux 4 millions qu'on a estimés? Est-ce qu'on va à 6 millions? Dieu sait que je voudrais bien qu'on aille à 6 millions parce que ça veut dire que la commune se renchérit considérablement. Non, parce que c'est des coûts, c'est les frais financiers, c'est tous les 3%, c'est toutes les taxes à payer. Ça ne fera pas ça. Ça, en estimation, on a fait une estimation. Écoute, on vous laisse l'estimation. Non, mais à ce moment-là, ça serait bien d'avoir un tableau. C'est pas mal d'avoir des scénarios, le scénario bas, moyen et haut. C'est celui qu'il y aura dans l'étude qui va être faite les 6 premiers mois. Oui, mais bon, moi, sans compétences particulières et sans rien, en faisant une petite réunion de travail, on arrive à un petit tableau, on peut vous le montrer, on arrive à 6 millions. Donc à reprendre par les habitants. Je suis ravi que vous vous souciez du centre-village, vu que ce n'était pas votre priorité jusqu'à présent. Sophie, je suis tout à fait d'accord. Ça, je suis vraiment ravi de savoir que vous vous souciez du centre-village. Merci. Si on peut passer au vote. Nous essayons de remplir un tableau pour avoir le risque financier pour les habitants. Ben, moi, je vais être positif. Ton tableau m'intéresse. Ah oui. Parce que j'ai fait le même avec les SAF. Mais je ne pas ça. Donc en fait, la question, c'est de se dire 1587, c'est très bien pour les habitants, mais économiquement, le promoteur, il s'en sortira pas. Jusque-là, je suis d'accord. Pour qu'ils s'en sortent, on va Il en être faut obligé de le plus. densifier. Mais pas sur les sommes que tu as calculées. Bon, Jusque maintenant, on va arrêter là-dessus. la densité. on aura le temps de reparler des aspects financiers. Y a-t-il d'autres questions? La convention. Nous signons la convention. Tout à Nous fait. signons la convention pour un risque financier et pour une densification du centre-village. Oui, Il faut le savoir. rien dissimulé. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur le maire, Pardon. je voudrais simplement intervenir ce soir, c'est pour vous donner un petit peu la conclusion de nos réflexions. Et je voudrais quand même vous informer que cette décision est très importante, parce qu'elle est presque irréversible. Il faudra y aller, d'une façon ou d'une autre. Cette convention avec le SAF, nous avons trouvé 5 motifs, au moins, qui devraient vous amener à ne pas la signer. En premier lieu, la convention est particulièrement floue sur les missions confiées au SAF 94, présentées parfois comme une simple analyse préalable et ailleurs comme une mission d'acquisition du Ce sont les foncier. deux. Comment? Ce sont les deux. Ainsi, la convention présente le partenariat envisagé entre la ville et le SAF 94 comme devant porter uniquement sur des échanges d'informations et du partage de données. Pourtant, l'article 4 de la Convention confie au SAF 94 une mission complète, allant de la collecte d'informations et des études préalables, jusqu'à l'acquisition du foncier pour en assurer la maîtrise publique. À tout le moins, la rédaction de la Convention devrait être modifiée pour mettre en conformité son contenu avec les missions réellement confiées aux co-contractants. En deuxième lieu, et il s'agit sans doute du principal danger induit par cette convention confiant au SAF 94 une mission d'acquisition du foncier intervient alors que le contenu et les caractéristiques de l'opération ne sont pas suffisamment définis. Usuellement, l'opération est définie avant que la maîtrise foncière ne soit recherchée, notamment parce que la valeur du foncier dépendra du programme de l'opération. Cette convention, elle fonctionne à l'envers. Les acquisitions foncières sont confiées aux co-contractants avant que l'opération ne soit définie, ce qui aura pour conséquence d'imposer à l'opération d'aménagement du centre-bourg un programme suffisant pour compenser le prix du foncier, donc vraisemblablement une surdensité. Ainsi, compte tenu de l'état d'avancement de l'opération, la Convention devrait porter uniquement sur l'étude du marché, l'analyse du coût d'acquisition foncière pouvant être supportée par l'opération et l'échange d'informations.
Or, cette phase préalable est mélangée dans la convention avec la phase d'acquisition du foncier. Autrement posé, le contrat envisagé confie en même temps les études préalables et la réalisation des missions d'acquisition foncière. Les conséquences inévitables résident dans l'absence totale d'encadrement des modalités d'acquisition du foncier. La preuve en est que l'article 5 prévoit déjà la nécessité d'un futur avenant pour adapter le contenu de la Convention en fonction des études préalables à réaliser, sans toutefois la moindre garantie que cet avenant sera accepté par le SAF 94. En troisième lieu, la Convention ne tient pas compte des difficultés que posera la commune le nécessaire portage du foncier. La question du coût que devra supporter la commune pour porter le foncier acquis par le SAF 94 n'est jamais évoquée. Pourtant, au regard de l'état d'avancement de l'opération, la ville se retrouvera inévitablement dans l'obligation de racheter le foncier au SAF 94 avant le démarrage de l'opération, ce qui lui imposera de prendre en charge des frais importants du portage foncier, directement ou par l'aménageur. La convention d'acquisition foncière gagnerait donc à être conclue plus tard. En quatrième lieu, les conventions d'anticipation foncière comprennent en principe un encadrement important des conditions d'acquisition du foncier par l'opérateur. A l'inverse, le projet de convention présenté laisse le SAF 94 libre de déterminer les modalités d'acquisition du foncier, y compris en dérogeant à l'estimation du service des domaines, sans le moindre contrôle par la ville. L'enveloppe financière du projet est portée à 4 millions, sans que l'on sache si cette enveloppe comprend uniquement le coût du foncier, ni surtout comment cette enveloppe a été calculée. La commune aura pourtant l'obligation de racheter le foncier acquis par le SAF 94, de sorte que cette convention fait peser un risque grave sur les budgets futurs, en ne permettant pas de contrôler l'action du cocontractant. En cinquième et dernier lieu, la convention envisagée reste particulièrement vague, pour ne pas dire incompréhensible s'agissant du coût supporté par la commune en sus du prix d'achat du rachat du foncier. Ainsi, la commune devra verser en application de la convention une participation en investissement de 10% de la valeur des terrains estimée à 400 000 €, alors même que la valeur des terrains n'a pas encore été étudiée, sans être jamais justifiée ni expliquée. Une participation à la liquidation des charges d'intérêt de 50% dont on ignore à quoi elle correspond, quel est son fondement, quel sera son montant, puisque la somme de 50% doit être prise en charge par la ville, n'est pas définie. La prise en charge des frais financiers liés à une ligne de trésorerie qui seront arbitrairement fixés par le SAF 94 si la commune ne respecte pas les délais qui ne sont jamais précisés. Cela nous fait dire que cette convention fait courir un risque financier grave pour la commune dans les années à venir. Nous ne voterons pas cette convention. Donc on peut passer au vote. Sauf s'il y a quand même quelques questions de l'autre côté de la table, auxquelles je suis prêt à répondre le cas échéant. Dans tes remarques, elles ont été posées à travers les questions auparavant. Bonne synthèse. Oui, mais elle était préalable. Ouais. Tu me permettras de noter ça quand même. Ouais. Une synthèse préalable, c'est pas tellement ma façon de voir les choses. Bien, qui s'oppose à l'adoption de ce périmètre de préemption du SAF? 6. Qui s'abstient? Et je représente Claire Lacombe qui souhaite ne pas participer au vote puisqu'elle a un bien foncier en vente sur ce périmètre. Une non-participation pour les gens qui sont concernés directement, c'est parfaitement logique. En conséquence, le périmètre est retenu et nous ne manquons pas d'en reparler sans doute à de multiples reprises. J'espère que nos camarades participeront dans la réflexion pour aménager ce centre-village qui en a grandement besoin. Au-delà de tout ce qui a pu être dit aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à avoir. Après, effectivement, on peut trouver tous les arguments pour ne pas le faire, mais il faut y vivre pour savoir qu'aujourd'hui, il y a une vraie nécessité quand même de faire revivre autrement ce cœur de village tel qu'il est actuellement. Vous n'en connaissez pas grand-chose, je pense, pour ceux qui n'y habitent pas. Non, j'ai dit pour ceux qui n'y habitent pas. Donc, j'ai pas dit toi, je ne sais pas pourquoi. Je parlais en général, là, Vincent. Il ne fallait pas te sentir particulièrement visé.
Mais on sait aussi qu'il y a des endroits qui y vivent très très mal et qu'à un moment, effectivement, il faut retrousser les manches et essayer de trouver les solutions. On passe au point suivant. Voilà.